Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes plus de 380 inscrits pour ce troisième rendez-vous, les mercredis de la ville productive, à l'initiative du PUCA, en partenariat avec la Fabrique de l'Industrie et la Caisse des dépôts. Pour cet épisode, ce webinaire qui va nous amener jusqu'à 10 heures, c'est de traiter de quels outils disposent les collectivités locales pour attirer ou maintenir les activités de production soumise à une pression, pour reprendre le terme de l'annonce de ce webinaire, centrifuge qui repousse toujours plus loin les fonciers disponibles, tout à la fois par la pression financière et économique et la pression sur les prix, mais aussi par les nouvelles fonctions. Comment préserver la ville productive au sein même du périmètre de la ville, une activité? Faire en sorte que cela soit possible passe par des dispositifs. Mais ces leviers, qu'en est-il? Qu'en est-il en France? Qu'en est-il au niveau européen? Une analyse, une perspective portée à l'aide d'exemples concrets avec des points de vue que vous allez le voir, dépasse évidemment les frontières hexagonales. Pour introduire évidemment ce webinaire, Hélène Pesquine, qu'on ne présente plus, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture. Et puis ensuite, pour voir de quels outils disposent les collectivités locales pour attirer ou maintenir des activités de production, nous verrons avec à double voix, Flavie Perchaud, maîtresse de conférences en urbanisme à l'université Gustave Eiffel au sein du Lab Urba, et Flore Trottmann, directrice associée du Sens de la Ville, à travers leur recherche-action. Où en est-on? Qu'est-il possible de faire? Et existe-t-il d'ores et déjà des typologies? Elles introduiront de façon académique ce webinaire avec une présentation à deux voix, avec un support dédié. Puis nous irons en direction de Anne-Lambourg et en direction de Bordeaux. Bordeaux Métropole, à la direction du développement économique. Elle nous dira ce qui s'y passe, ce qui s'y fait, ce qui a été fait et ce qui est prévu. Philippe Antoine, et on salue nos amis de Bruxelles, nos amis belges, directeur général de l'expansion économique de CityDev. On verra le dispositif mis en place, la philosophie bruxelloise et les programmes existants inscrits dans le dur des documents d'urbanisme. Et ce webinaire sera animé par votre serviteur en partenariat avec Newstank Cities. Sans plus attendre, pour une vingtaine de minutes, nous allons en direction de Flore et Flavie pour une présentation d'étapes de leur recherche-action sur les leviers d'action qu'ils présenteront mieux que quiconque, en tout cas mieux que moi. Avant cela, une rapide introduction d'Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA. Cher Asie, bonjour à toi, bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce deuxième webinaire de la ville productive. Webinaire, vous l'avez vu, consacré aux outils et aux actions des collectivités locales pour maintenir des activités de production en ville. On l'a dit, organisé en partenariat avec Newstank City, fidèle partenaire de ces mercredis, et puis l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche et la Fabrique de l'Industrie. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire atterrir un petit peu ces questions théoriques de production en ville sur deux terrains, les terrains de Bordeaux et de Bruxelles, avec notre partenaire également CityDev et un Philippe Antoine très fidèle aussi à nos travaux et avec lequel on a déjà réalisé une sorte de voyage d'études sur place pour bien comprendre comment fonctionne cette agence CityDev Bruxelles qui est un peu précurseur de la régulation des activités productives en ville et on en parlera tout à l'heure. On publiera avec CityDev un petit document, une monographie sur les outils bruxellois dans les prochaines semaines sous le timbre du programme Ville Productive. Et puis, sans plus attendre, on va ouvrir ce débat avec une des recherches qui a été entreprise au travers du programme de recherche initié par le PUCA, celle présentée par Flavie Perchaud et Flore Trottmann, une recherche qui a déjà, dans son dossier introductif de candidature, commencé à esquisser des leviers d'action qui vont nous être présentés ce matin et qui permettent aussi pour tous de comprendre qu'est-ce qui est entendu par les uns et les autres dans ce terme d'activité productive. Une question qui est un peu le fil rouge de nos différents débats. Et c'est vrai qu'on en parle de manière parfois un peu abstraite. L'exemple
Hélène, je crois vous avez un petit papier ou un document qui frotte le micro. Je vais essayer de ne pas bouger. En tout cas, l'exemple des collectivités sur lesquelles vont s'appuyer nos deux chercheuses et nos interlocuteurs de ce matin va nous permettre de concrétiser un peu tout ça, parce que ces effets un peu de centrifugeuse qu'on peut connaître sur les activités lourdes ou nuisibles dans les espaces urbains, on ne les connaît pas forcément sur d'autres nouvelles activités de production, plus artisanales ou plus robotisées, comme il peut s'en développer aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant aussi de donner une image, une illustration un petit peu plus précise de ce qu'on entend par les activités productives et des différents outils adaptés par les collectivités pour les accueillir, et dans quelle proximité aussi avec d'autres usages urbains, d'autres fonctions urbaines. Et ça va être un des enjeux de notre débat de ce matin, d'essayer d'expliciter un peu tout ça. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous aurons l'occasion d'échanger dans cette matinée, comme chaque fois, au travers des questions posées dans le chat. On essaiera d'y répondre au mieux. Et puis, Razi est là pour vous aider à poser vos questions aux intervenants. Et donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci, merci Hélène, merci Peskin. Petit zoom sur cet événement que vous avez annoncé le 25 juin déjà à vos tablettes. Webinaire, 8h30, 13h. Lille-Bruxelles, ville productive, expérience croisée, qu'entendent les acteurs institutionnels par activité productive. Évidemment, nous aurons l'occasion à la fois d'y revenir, le PUCA, évidemment, de communiquer de façon importante comme ça l'est déjà. Nous ferons aussi, évidemment, bien évidemment, le relais de cette information à la fois passionnante, pertinente, et vraiment, à chaque fois, les retours sont unanimes. Des webinaires dont la qualité d'intervention, la pertinence et la rapidité avec laquelle sont abordés ces sujets complexes permettent à chaque fois d'être de plus en plus nombreux, puisque nous dépassons les 1200, 1250 présents pour ce troisième webinaire en cumulé. Et j'en profite avant de passer la parole à Flore et Flavie, chère Hélène, pour saluer quelques-uns de ceux qui sont présents parmi nous, parmi les participants. Vous pouvez poser des questions, ce qui me permet de leur dire cela. Nous y répondrons dans la deuxième partie du webinaire. Avec nous, les gens de la DREAL, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Vallée Sud Grande Paris, Métropole de Montpellier, l'École d'urbanisme de Paris, le département du Val d'Oise, les chambres de commerce et d'industrie, le CNAM, la ville de Longwy, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la quasi-totalité des établissements publics fonciers à ce que je vois. Voilà, j'en oublie, on leur souhaite la bienvenue, restez avec nous, c'est parti. Tout de suite, la parole à Flore et Flavie pour la présentation de leur recherche-action et je lance tout de suite le support dédié. On vous remercie pour votre disponibilité, la qualité de vos travaux et on a hâte de partager à cette étape là où vous en êtes. On est curieux, on est dans les starting blocks, la parole est à vous. Pas de pression. Bonjour à toutes et tous. Et merci d'abord à l'équipe du PUCA et de Newstand pour l'organisation de ce webinaire qui nous donne l'occasion d'échanger avec vous et puis de vous présenter notre projet. Donc, c'est un projet porté par 3 enseignants-chercheurs du Lab Urba, Hélène Béraud, Joël Hitt et moi-même, Flavie Ferchaud, en partenariat avec 2 agences, Alphaville et Essence de la Ville, respectivement représentées par Bruno Yvain et Flore Trottmann, que je vais laisser se présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, Flore Trottmann, directrice associée du Centre de la Ville. Je ne suis pas strictement une chercheuse comme vous l'avez présenté, mais donc on a une activité de conseil avec effectivement des frontières un peu poreuses vers des activités de recherche et développement. Flavie, je te laisse continuer. Donc, notre proposition de recherche résulte d'abord de constats qui sont donc à la fois issus de l'étude de la littérature sur les activités productives, mais aussi de réflexions issues de pratiques professionnelles de nos 2 agences partenaires. Donc, on reviendra plus tard sur la définition problématique de la notion d'activité productive, mais on tenait à rappeler 5 phénomènes convergents qui mettent à notre sens l'activité productive à l'agenda politique. Donc d'abord la mise en évidence des forces centrifuges de la pression foncière qui obligent de plus en plus d'activités à moindre valeur ajoutée à s'éloigner des centralités urbaines.
Ensuite, l'inadaptation de l'offre et de la demande de locaux d'activité. On observe en effet un nombre important de grandes surfaces tertiaires, mais peu d'offres de petites surfaces, bon marché et adaptées à un certain type d'activité. Troisième phénomène, l'augmentation de la vacance des rez-de-chaussée qu'on observe aussi au sein des métropoles. Et puis, rappelons ici également l'évolution de l'appareil productif sous l'effet de la désindustrialisation, des technologies numériques, de l'avènement de la société de la connaissance. Enfin, la crise environnementale implique de repenser la place des activités productives en ville. Et difficile là sur ce point aussi de ne pas évoquer la crise sanitaire actuelle, les débats sur la production de masques, de médicaments, etc. Donc tout cela, tous ces 5 phénomènes concourent à mettre l'activité productive à l'agenda politique et à conduire les acteurs publics, mais aussi privés, à activer des dispositifs, des leviers. Néanmoins, les activités visées par ces leviers ne sont pas toujours explicitées. Ce ne sont pas systématiquement les mêmes selon la définition adoptée des collectivités et la définition adoptée des activités productives par les collectivités. Et on fait aussi le constat que certaines activités bénéficient de ces leviers alors que ce ne sont pas forcément celles qui sont les plus menacées par la pression foncière. Donc l'ensemble de ces constats nous ont amenés à formuler 2 principales questions. D'abord, de quoi parle-t-on? Comment les acteurs définissent les activités productives? Comment expliquer le flou dans l'identification des activités productives ciblées par les dispositifs d'action? Et puis, de quelles activités observe-t-on effectivement l'implantation, le maintien ou le retour dans les espaces urbains centraux? Deuxième question, comment faire? Comment favoriser les activités productives dans les centres urbains? Et comment faire correspondre aussi les besoins de ces activités avec les dispositifs déjà identifiés. Notre recherche implique une dimension prospective, donc on orientera aussi la réflexion vers éventuellement de nouveaux dispositifs à imaginer et à mettre en œuvre. Après avoir identifié la mise à l'agenda politique et l'activation de leviers, nous avons tenter une typologie pour avoir une vision ordonnée et exhaustive de ce qui est activé et aussi pour s'en servir comme grille de lecture et d'analyse dans le cadre de notre recherche. Donc Flore va maintenant vous présenter cette proposition de typologie des leviers d'action publique pour maintenir les activités productives à faible valeur ajoutée dans les centres urbains. Alors, en effet, les collectivités tentent de retrouver des marges de manœuvre économiques pour proposer des valeurs compatibles, une offre d'espace compatible avec des preneurs qui sont sinon naturellement évincés par le marché. Et donc, en amorçant cette recherche, on a esquissé effectivement une typologie en 6 points. Retrouver des surfaces par la densification des espaces déjà existants à destination de ces preneurs. Deuxième levier, retrouver des marges de manœuvre en diminuant la variable foncière. On reviendra sur chacun de ces points. Troisième levier, en limitant la concurrence de programmes à plus forte valeur ajoutée via les documents réglementaires. Quatrième levier, en explorant les interstices spatio-temporels de la transformation urbaine. Cinquième levier, en créant ou en étoffant un parc public d'activités économiques. Et le 6e levier, c'est les incitations par les collectivités, par les pouvoirs publics du secteur privé. Donc le premier levier qui est la densification des zones d'activité économique, la densification, requalification, on en a déjà pas mal parlé au webinaire numéro 2, c'était l'objet du séminaire précédent. Ces zones d'activité existantes, elles sont effectivement souvent identifiées comme le principal gisement foncier à explorer pour déployer une offre supplémentaire de surface d'activité, dans la mesure où ces espaces, souvent en entrée de ville, sont souvent aussi assez peu denses et nécessitent une requalification parce que souvent obsolètes. Mais je passe rapidement puisque donc c'était l'objet de la dernière. Le deuxième levier, en diminuant la variable foncière, alors là, ça désigne en fait 2 canaux principaux qui sont à la fois
décoter le foncier. Peut-être qu'Anne Lambourg en parlera de cette délibération qui avait été prise en 2014 à Bordeaux pour autoriser la collectivité à céder des fonciers publics à prix décoté si c'était pour déployer une offre complémentaire à destination des TPE, PMI, PME pour améliorer l'offre à destination du tissu artisanal et industriel. Mais le principal canal de cette diminution de variable foncière, c'est le fait de séparer la propriété du sol et du bâti. Alors, cette séparation, ce n'est pas un procédé nouveau. Il y a eu nombre d'opérations parisiennes, notamment, enfin, et sans doute ailleurs, mais enfin, en tout cas, à Paris, ça a été un outil largement exploré à travers des montages sous forme de baux amphithéotiques, bois construction, qui sont donc des baux de longue durée, d'un minimum de 18 ans, et qui confèrent aux preneurs un droit réel immobilier. Mais c'est vrai que sur l'utilisation de ces outils, il y a des vraies disparités territoriales. J'ai évoqué Paris, mais en Haute-Savoie aussi, ces pratiques de dissociation deviennent assez courantes, au point que, par exemple, toutes les collectivités qui adhèrent à la nouvelle foncière publique locale qui émane de l'EPF, qui s'appelle la foncière de Haute-Savoie, prennent l'engagement de ne plus céder de foncier pour du développement économique, mais d'opter systématiquement pour la conservation publique de ce foncier. Alors, l'idée de cette dissociation, elle part d'un constat simple, qui est que le prix d'une surface immobilière serait égal au coût de la construction plus au coût du foncier, et que du coup, plus le bien est cher, plus la part du foncier dans le prix est importante, et que donc, il suffirait de neutraliser le coût du foncier via des baux longue durée pour diminuer d'autant le prix des biens immobiliers. Donc, ce raisonnement, il repose quand même sur une forme de paralogisme, c'est-à-dire que c'est pas le prix d'un bien ne dépend pas du prix du foncier, c'est plutôt le prix du foncier qui découle du prix auquel le bien pourrait être vendu. C'est le principe même du compte à rebours du promoteur lorsqu'il négocie le prix d'un terrain et qui part du prix auquel il va vendre son espace, bureau, logement, etc. Du coup, en fait, ce principe de dissociation foncière, pour jouer complètement son rôle de second marché ou en tout cas de marché régulé, suppose que le choix des bénéficiaires se fasse par d'autres moyens que par les moyens du marché, et c'est tout l'enjeu des critères d'attribution. En gros, la question, c'est quelles sont les entreprises, quels sont les secteurs d'activité qui sont légitimes à bénéficier de surfaces d'immobilier d'activité aidée. Et la question se pose avec cet enjeu de la dissociation, mais pas que, on le retrouvera. Et c'est l'un des sujets d'achoppement des législateurs aujourd'hui qui réfléchissent à l'élargissement des offices fonciers solidaires au-delà du logement pour intégrer les enjeux d'activité économique dans ce système des OFS. Le troisième levier, c'est en limitant la concurrence de programmes à plus forte valeur ajoutée via les documents réglementaires, SCOT et PLU, qui sont déjà largement utilisés comme levier pour maîtriser les destinations programmatiques et donc les valeurs foncières, avec une boîte à outils réglementaire qui s'enrichit et se diversifie ces dernières années avec les réformes du PLU, donc zonage, microzonage, pourcentage affecté à certains types d'activités, secteur de mixité fonctionnelle, linéaire de protection, bonification de droits à construire contre l'introduction de programmes d'activité à rez-de-chaussée, et puis les OAP, orientation d'aménagement et de programmation, qui sont également diversifiées, les OAP thématiques, les OAP sectorielles, les OAP d'aménagement. Donc les collectivités, en tout cas certaines d'entre elles, échangent entre elles, on l'entend régulièrement à travers nos missions, pour faire des retours d'expérience sur l'utilisation de cette boîte à outils, mais qui est encore en pleine évolution. Donc à notre connaissance, il n'y a pas d'analyse croisée, ni sur la façon dont ces outils sont utilisés de façon un peu systématique, et encore moins sur une forme de mesure de leur efficacité opérationnelle. Le quatrième levier, c'est l'exploration des interstices spatio-temporels de la transformation urbaine, donc du transitoire. La ville se transforme tout le temps, cette transformation prend du temps, donc structurellement, il y a toujours des interstices spatio-temporels qui permettent d'être explorés. Donc l'urbanisme transitoire a fait émerger une nouvelle offre d'espace à un coût qui est le plus souvent un coût réduit au prix des charges. Alors, on constate que l'urbanisme transitoire est le plus souvent, est très souvent proposé à des fins récréatives, et quand il est proposé pour des activités économiques, celles-ci relèvent souvent du champ des activités, non pas récréatives, mais créatives. Donc, il y a
plein d'exemples, à Alpapin, le site Busseau après Saint-Gervais, l'orfèvrerie à Saint-Denis, le karting à Nantes, pour un plus vieil exemple d'un transitoire qui dure en l'occurrence. Donc souvent, mais pas systématiquement, cette affinité entre transitoire et économie créative. Il y a le site de la PADAF à Antony, géré par Plateau Urbain, qui n'est pas uniquement dédié à ça, ou encore le site d'AB Productions sur le territoire de Plaine Commune. Mais en tout cas, cette rencontre affinitaire entre transitoire et économie créative fait partie de nos questionnements. On se demande si c'est parce que les appels à candidature sont gérés par des collectifs issus de certains milieux culturels qu'on a cette forme de rapprochement. Et on fait l'hypothèse que probablement, si des mandats de gestion, de commercialisation sont confiés à des acteurs plus classiques, ou si la collectivité s'occupait elle-même de ces espaces interstitiels, ou si la CCI ou CMA étaient associés, on retrouverait probablement des profils d'occupants moins marqués économie créative. Enfin, il est intéressant de noter que cette nouvelle offre issue du transitoire a contribué à dévoiler à la fois l'ampleur des demandes d'espaces d'activité à prix très maîtrisé, mais aussi la force des externalités positives pour le territoire qui sont générées par ces lieux d'activité, souvent multi-occupants. Et c'est le sens de la tribune qui est parue au Monde l'été dernier en pleine crise sanitaire à l'initiative de Plateau Urbain qui proposait que 20% des locaux d'activité économique et commerciale soient loués aux acteurs de l'économie solidaire et de la transition au prix des charges, qui est une proposition inspirée indirectement de la loi SRU avec ses 20 à 25% de logements sociaux. Cinquième et avant-dernier levier, c'est par la création d'un parc public d'activité économique. Là aussi, dès les années 70-80, dans certaines collectivités, un parc public dédié à l'activité économique s'est déployé, hôtels industriels, pépinières d'activité, villages artisanaux, ateliers relais. Le Conseil de Paris, par exemple, a adopté en 1978 un plan-programme afin de protéger le secteur productif parisien. Donc, cela est passé par à la fois la création de zones industrielles urbaines, notamment dans les 13e et 18e arrondissements, ou encore par la construction d'hôtels industriels insérés dans le tissu urbain. Il y a une étude de l'APUR publiée l'année dernière qui essayait de quantifier l'héritage de cette politique des années 80, avec l'APUR disait une quarantaine d'hôtels industriels qui représentaient 275 000 m² de surface de plancher et 15 000 emplois. On n'a pas trouvé, on est preneuse s'il existe de données un peu comparables pour les autres métropoles françaises, mais deux précisions sur ces parcs publics, c'est que là aussi, on retrouve un enjeu problématique sur les critères d'attribution. Donc, c'est un sujet qu'on souhaite approfondir, de quelle façon ces espaces sont, quelles sont les grilles de critères que se sont dotés les gestionnaires de ces parcs publics, non seulement pour attribuer les espaces, mais aussi pour les faire tourner, parce que c'est un des enjeux, c'est l'attribution initiale puis la rotation. La deuxième précision, c'est que ce retour d'expérience est d'autant plus important qu'on connaît aujourd'hui une forme de deuxième vague avec la création par plusieurs collectivités de structures de portage. Alors, on a eu la Serre Limo, la scène patrimoniale du Grand Lyon, mais on voit qu'elles sont en train de se multiplier. InCité à Bordeaux déploie aussi une nouvelle activité de portage d'activité économique à rez-de-chaussée. Il y a des foncières en réflexion au sein des collectivités Est Ensemble, du Grand Orly-Seine-Bière, et j'en passe. Un certain nombre d'exemples déjà créés ou en cours de création sont évoqués et, dans l'étude qui est mentionnée sur cette slide, étude de la Banque des territoires sur les structures de portage d'immobilier d'activité économique qui date de septembre 2020. Et enfin, dernier levier, donc dans cette typologie esquissée, les incitations du secteur privé, puisque la baisse des dotations publiques locales oblige aussi de plus en plus les collectivités à imaginer forcément des leviers et dispositifs davantage publics-privés. Donc, il y a eu, au sein de cette grande catégorie, on pourrait retypologiser rapidement. Il y a les appels à projets et autres appels à manifestation d'intérêt. On peut citer l'AMI Ville Productive initiée par Bordeaux-Atlantique ou l'AMI R, toujours à Bordeaux, c'est un lien vers Allembourg par la FAB. Mais aussi, il y a des démarches partenariales inventives. On pense par exemple au manifeste pour l'activité productive proposé par le Grand Orly-Seine-Bièvre et la tentative de ce même territoire de travailler à un produit assurantiel qui permettrait de limiter
les risques de commercialisation initiale des investisseurs et du coup de favoriser des lancements immobiliers dits en blanc. C'est l'une des limitations fortes de l'adaptation des acteurs privés à cette demande immobilière. Et enfin, dans les incitations, troisième catégorie, je pense qu'il y en a d'autres encore, mais c'est en gros l'attribution de terrains à bâtir pour des programmes résidentiels ou tertiaires, enfin en tout cas plus sécurisés, qui sont eux-mêmes conditionnés par le développement d'opérateurs de produits moins faciles d'activité économique. Donc, c'est tenté par plusieurs collectivités. C'est un peu la carotte, quoi. Si tu développes ces rez-de-chaussée productifs ou ces hôtels d'activité, on donnera tel bâtiment résidentiel. Bon, le problème de cette façon de faire, c'est que ça s'adresse du coup souvent à des opérateurs qui ne sont pas spécialement rompus à ces typologies assez particulières de locaux d'activité. Et donc, ça n'aboutit pas toujours de façon très heureuse. Voilà pour la typologie. Je laisse la parole. Donc, à partir de cette typologie, dans le cadre d'une première phase de notre projet, on mène une enquête exploratoire à l'échelle nationale. Cette enquête est notamment composée d'un questionnaire en ligne dans lequel les acteurs ont été interrogés sur leur définition des activités productives, l'état des lieux sur leur territoire et puis les leviers que Flore vient de vous présenter. Donc, ce questionnaire a été adressé à une vingtaine de collectivités qu'on a identifiées en amont en fonction de leur niveau de pression foncière. 13 réponses nous sont pour l'heure parvenues. On a cherché à identifier des personnes, soit au développement économique, soit à l'aménagement, susceptibles d'avoir la vision la plus exhaustive possible des leviers activés sur leur territoire. Pour autant, les répondants qu'on a pour le moment évoluent surtout au sein de direction économique ou du développement économique. Donc, que montrent les réponses au questionnaire? Les collectivités ayant répondu indiquent qu'elles utilisent une définition des activités productives, mais que celle-ci n'est pas toujours formalisée et qu'elle ne l'est pas toujours dans un document auquel ils peuvent faire référence. Quand elle est formalisée, vous le voyez là sur la diapo, la définition varie d'une collectivité à l'autre. Donc, ce qu'on peut en conclure, même si à ce stade, ce n'est bien sûr que provisoire et préliminaire, c'est que le retour des activités productives à l'agenda politique ne fait pas systématiquement l'objet d'un travail de définition dans les collectivités. Et vous allez voir dans la diapo suivante que l'absence de travail de définition ou le flou autour de cette définition quand elle existe se traduit dans l'identification des activités qui sont évincées ou maintenues au sein des centres urbains, puisqu'on avait des questions dédiées à ce propos dans le questionnaire. Donc, concernant les activités dont les représentants des collectivités ont observé l'éviction, on relève les activités industrielles, industries lourdes, petites industries également, les activités artisanales qui sont là qualifiées à 2 reprises, soit de généralistes, imprimerie, garage, etc., soit classiques, avec on retrouve la plomberie, le BTP, voilà. Sont également recensées d'autres activités comme la logistique, le commerce de gros. Concernant les activités dont les collectivités se rejoignent pour indiquer le maintien, les activités avec peu de nuisances et aussi celles qui relèvent du secteur de la construction, du BTP et du second œuvre. Donc là, on voit un flou autour de l'artisanat en fait et qui se trouve, vous le voyez, dans les 2 catégories et avec notamment la question du BTP. Sur les leviers activés, 3 principaux leviers se dégagent des réponses au questionnaire: la requalification des ZAE, l'utilisation des documents réglementaires ou le fait de disposer d'un parc public ou semi-public. On a aussi un certain nombre de réponses réflexions en cours, puisqu'on proposait cette modalité de réponse dans le questionnaire, sur les dispositifs de dissociation foncière et de structures de portage pour l'immobilier productif. Et là, donc, ça correspond au projet de foncière publique qu'on a déjà identifié. Concernant les ZAE, les principales actions menées sont connues: l'aménagement de l'espace public, l'action foncière, et puis aussi les questions de dialogue, de régulation, de gestion des ZAE.
et des entreprises qui y sont implantées. Pour les parcs publics, on retrouve différentes formes, là aussi connues, parcs d'activités, pépinières, etc. Et puis, presque toutes les collectivités indiquent utiliser les documents réglementaires pour favoriser le maintien ou l'implantation des activités productives. Les documents utilisés sont le PLU, le PLUI, le SCOT pour certaines collectivités. Et au sein de ces documents, les principaux outils utilisés sont les OAP et des zonages spécifiques. Mais alors, pour ces zonages, ils apparaissent différents d'une collectivité à l'autre et les activités ciblées diffèrent également. Plus marginal, mais aussi intéressant. À Lyon, un zonage indiquant un secteur de mixité fonctionnelle qui permet d'imposer la mixité. Alors, ce qui nous interpelle à ce stade, à partir de ces quelques réponses au questionnaire, sur le sujet OAP, il faut qu'on arrive pour la suite de la recherche à amener les acteurs à préciser, à indiquer le niveau de prescription des OAP, qui est un outil très utilisé, mais à propos duquel on manque de retour sur le niveau de prescription et l'opérationnalité de cet outil. Ensuite, sur les comités d'agrément ou les commissions d'attribution, de même aussi que pour les parcs publics, on a besoin d'en savoir davantage sur les critères d'accès, les secteurs, leur fonctionnement. Et puis, quelque chose à préciser au niveau de la dissociation foncière, pour laquelle dispositif pour lequel on a eu assez peu de réponses positives. Voilà, est-ce que la question a été mal comprise ou mal formulée, et aussi là un biais lié à des répondants évoluant surtout dans des services de développement économique et pas au sein de l'aménagement, où on sait que ce sont des dispositifs qui sont plutôt utilisés du côté des aménageurs. Alors, Flore, Flavie, je vais vous demander d'accélérer. On reviendra de toute façon, y compris sur des éléments que vous aurez été, que vous êtes amené à accélérer du fait du respect du timing. Vous pouvez y aller. On termine. Juste, voilà, très rapidement sur le programme à venir. Donc, la phase exploratoire de la recherche, et puis ensuite une recherche qui va se concentrer sur Rennes et Bordeaux, avec un mode d'enquête plutôt qualitatif, donc surtout par entretien, observation de lieux aussi dédiés à l'activité productive, et une mise en perspective européenne, avec d'abord un premier tour d'horizon auprès d'une dizaine de villes, et puis ensuite une enquête plus approfondie dans 3 villes. À noter que nous allons organiser 4 ateliers qui vont rythmer cette recherche pour pouvoir échanger et partager notre réflexion avec vous. Donc, vous en serez informés. Et juste quelques secondes pour terminer. Donc, je vous ai parlé de notre questionnaire. Pour le moment, on dispose de 13 réponses et elles sont peu nombreuses, mais elles sont intéressantes. Donc, si vous travaillez au sein d'une collectivité et que vous pensez avoir une vision assez large des dispositifs à activer, le questionnaire est encore en ligne et on vous invite vivement à y répondre. Je pense qu'on va pouvoir essayer de partager le lien dans le chat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Flore et Flavie. En effet, on partage le lien dans le chat, ce qui me permet de saluer, de remercier Bertrand Gallet du PUCA, qui répond en temps réel à un certain nombre de questions, véritable cheville ouvrière avec lequel à chaque fois, y compris du point de vue académique et du design de ces webinaires, nous travaillons, le remercier. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Énormément de questions, beaucoup de questions qui viennent à la fois opérateurs publics, opérateurs privés. On voit nos amis aussi d'Engie qui nous parlent de l'impact des citoyens, leur présence, y compris sur l'efficacité et la problématique énergétique des dispositifs. Je vois le lien aussi. Excusez-moi, Nour. Non, je suis en ligne. Je suis désolé. Ah, d'accord. Okay. Je vous présente toutes mes excuses. Désolé.
Et en conséquence, on continue ce webinaire avec un lien quand même, puisqu'il y a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Ça interpelle paradoxalement de façon inversement proportionnelle au taux de retour vis-à-vis de votre questionnaire, Flore et Flavie, sur justement l'OFS activité, qui, je rappelle, avait été évoqué avec Aude Debreuil et aussi Gilles Novarina de l'université Alpes-Rhône-Alpes lors du précédent webinaire, notamment pour les enjeux de coût, d'agilité, permettant cette dissociation-là. Vous dites, voilà, évidemment sur les rapports parlementaires, mais y compris dans le cadre de la loi 4D, et questions qui disent, est-ce vraiment une question de coût? On le voit d'ailleurs dans la typologie en fonction des types d'activités. Est-ce vraiment une question de coût, de volonté des territoires? Les territoires, il en est question maintenant concrètement avec Anne Lambourg. On va revenir avec vous sur pourquoi et comment la métropole s'est-elle engagée dans une démarche de ville productive. Ça sera l'occasion d'évoquer le travail que vous avez mené avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour identifier un véritable travail de dentelle, les activités productives, leur typologie, les besoins, les moyens, ce qui répondait, ce qui était en adéquation. Et vous nous présenterez aussi, sans trahir le caractère exclusif de cette présentation, l'exemple concret d'action publique, notamment lié au projet urbain du quartier Brazza, où la métropole prévoit et impose 40 000 mètres carrés réservés à l'accueil des activités productives en pied d'immeuble, mais aussi en étage. Ça s'annonce passionnant et en conséquence de quoi, bien, je m'arrête là, tout simplement pour vous donner la parole. Anne, la parole est à vous, et tous les autres intervenants coupent leur micro. Et ensuite, on ira direction Bruxelles avec Philippe-Antoine. Merci Anne Lambourg, la parole est à vous. Merci Razi, bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour remercier le PUCA et l'ensemble de ses partenaires pour cette invitation. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc, pour resituer, je travaille au sein de la direction du développement économique à Bordeaux Métropole et plus particulièrement dans le service offre foncière immobilière. Donc, effectivement, ce n'est pas un sujet nouveau, ce maintien de l'activité productive en ville, mais il est vrai qu'il y a 4-5 ans, nous avons été confrontés à ce phénomène d'éviction qui s'est amplifié. Et lorsque nous en discutions avec les opérateurs privés, les aménageurs, les commercialisateurs, nous avions du mal parfois à resituer ce qu'on entendait par les activités productives. Donc, notre service a mis en place une démarche en régie, qui s'appelle d'ailleurs Ville Productive, avec aussi bien l'ensemble des directions au sein de la métropole, les directions en charge de l'aménagement, du foncier, mais aussi l'ensemble de nos partenaires. Flore les a en partie évoqués, la Chambre de métiers de l'artisanat, le GPV Grande Rive Droite, Incité, la FAB et j'en passe. Et donc, l'idée de cette démarche, c'était vraiment de mettre en commun l'ensemble de nos connaissances et des outils que nous mettions en place, que nous expérimentions dans ce domaine. Donc, la première étape, ça a été en fait effectivement de partager une définition commune de ce qu'on entendait par la ville productive. Et donc, pour nous, à travers ces échanges, nous avons considéré qu'en fait, ces phénomènes d'éviction étaient liés à une pénurie d'offres, en fait, de locaux d'activité. Et donc, pour nous, la ville productive, ça recouvre des activités de petite production, de maintenance, d'assemblage, de logistique urbaine, voire même de petits équipements communaux qui utilisent des ateliers, des locaux d'activité. Donc, en fait, par exclusion, on ne se focalise pas sur du bureau et des locaux commerciaux ou des grands fonciers à destination de l'industrie. Donc, les commerçants sont accompagnés par ailleurs par nos collègues, mais c'est vrai qu'ils ne font pas l'objet de cette cible particulièrement. Du coup, une fois qu'on a défini cette base commune, nous avons travaillé avec la Chambre de métiers de l'artisanat de la section Gironde sur la connaissance des besoins de ces artisans du territoire, qui a mené une étude en 2016 et 2017, qui a été récemment actualisée, pour mieux quantifier et qualifier ces besoins fonciers immobiliers. Voilà.
Donc, à travers ces éléments, nous nous sommes dit qu'effectivement, il n'y avait pas une seule solution, mais tout un panel de solutions à construire en fonction de la nature du territoire sur lequel nous souhaitons intervenir et soutenir l'accueil et le maintien de ces activités productives. Donc, nous avons distingué, et ça a été évoqué aussi par Flavie et Flore, d'une part, les projets urbains mixtes. Donc, j'y reviendrai, je pense, dans un deuxième témoignage tout à l'heure, par rapport au projet Brasa. Nous avons distingué également la création de nouveaux parcs d'activités avec leurs propres problématiques, puis également la requalification des zones d'activité économique, ça a été l'objet du précédent webinaire. Et enfin, nous avions identifié le diffus. Et effectivement, par rapport à cette question du diffus, initialement, nous n'avions pas prévu prioritairement d'y travailler. En fait, ça nous paraissait relativement complexe pour avoir une force de frappe en la matière. Et donc, ce que je souhaitais aujourd'hui évoquer, c'était un des leviers qui était mis en place par nos collègues du service de l'économie de proximité et de la CMA en ce qui concerne le diffus. Puisque à travers l'étude de la Chambre de métier, nous avons identifié qu'en fait, plus de 80% et parfois 90% dans certaines communes de la métropole bordelaise, les artisans sont implantés dans le diffus et sont hors zone d'activité économique. Donc, en fait, finalement, ce sujet, cette intervention sur ce maillage nous paraissait important. Donc, en fait, pour illustrer nos leviers d'action, nous sommes partis en fait du PLU, d'un aspect réglementaire. Donc, le PLU de Bordeaux Métropole prévoit ce qu'on appelle des linéaires commerciaux et à vocation économique. Donc, en fait, ce sont des parcelles identifiées le long de voiries en pied d'immeuble et le PLU les sanctuarise à la fois en termes de destination et à la fois pour conserver l'animation de ces pieds d'immeuble. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir conserver ces activités productives dans un tissu diffus, nous avons travaillé à l'identification très fine donc, des parcelles qui seraient susceptibles de muter d'un point de vue foncier, les parcelles artisanales. Les collègues ont regardé la nature de ces activités qui étaient effectivement, qui pouvaient être considérées comme prioritaires, donc par exemple des garages, des ateliers de réparation, pardon. Et ensuite, ils ont regardé à quel endroit se situait à proximité de ces linéaires. Et donc aujourd'hui, une trentaine de propositions ont été faites auprès des communes pour élargir ces linéaires artisanaux pour pouvoir conserver et renforcer le maintien de ces activités. Donc l'accueil a été très favorable et aujourd'hui, voilà, il devrait être adopté dans le cadre de la prochaine modification de notre PLU qui est en cours. Voilà pour ce premier témoignage en ce qui concerne notre territoire. Merci beaucoup, Anne. Je pense que je vais revenir vers vous très vite. Hein. On va en direction de Bruxelles, où Philippe-Antoine nous a annoncé un 26 degrés cet après-midi. Une fois de plus, en attendant France-Belgique en Coupe d'Europe, on voit que la compétition est au rendez-vous. Compétition, mais coopération aussi, puisque Bruxelles est un des sites qui est étudié dans le cadre des recherches-actions régulièrement évoquées hein, dans le cadre de ces webinaires. Et on va voir avec vous, Philippe-Antoine, plus précisément, l'action qui est menée chez vous avec un exemple très innovant, à la fois avec, vous allez nous parler des EMU, les zones d'entreprise en milieu urbain, les leviers réglementaires, l'imposition des activités productives et non pas le fait simplement de les favoriser, la prise en compte et l'analyse de la mixité verticale, je ne cite que ça, mais dans un contexte économique bruxellois, peut-être par lequel vous commencerez, sur une tertiarisation forte, l'éviction de certaines activités, une typologie urbaine qui est celle que l'on connaît pour les amoureux de Bruxelles, et j'en fais partie comme beaucoup de ceux qui sont ici avec nous. Et après votre intervention, Philippe, évidemment, je vous relancerai, mais je reviendrai aussi sur un certain nombre de questions. Je cite évidemment Claire Guérimant, Claude Bertolino, beaucoup de questions. Vincent Samin aussi sur les outils fiscaux, où là on sera plus peut-être sur du franco-français. Vous savez, on aime bien les débats fiscaux, Philippe-Antoine, en France. Mais la parole est à vous sans plus attendre.
Et salutations à tous nos amis bruxellois. Merci, merci encore d'être avec nous, Philippe-Antoine. La parole est à vous et je remercie encore Anne pour cette présentation à la fois synthétique, précise, concrète et aux applications pratiques pour ceux qui veulent s'en inspirer, immédiates et qui donneront sans nul doute à beaucoup l'envie de vous contacter, chère Anne. On continue, la parole est à vous, Philippe. Merci Razi, bonjour à toutes et à tous. J'en profite bien évidemment pour saluer aussi toute l'équipe du PUCA dans le cadre de ce partenariat depuis plusieurs mois maintenant qui est effectué avec beaucoup de bonheur. J'ai un petit peu le sentiment de devoir vous résumer 20 ans plus de 20 ans de vie professionnelle en 5 minutes. C'est un peu l'histoire du type qui se retrouve dans l'ascenseur avec Spielberg et qui a 30 secondes pour lui vendre son pitch. Mais bon, en l'occurrence ici, j'espère que vous regretterez pas le déplacement. Et donc, concernant l'organisme public en termes d'outils, je vais peut-être commencer par là. J'ai le plaisir d'assurer la direction générale de l'expansion économique de CityDev Brussels, qui est un organisme public qui existe déjà depuis plusieurs décennies, qui a été créé en 1974 dans le cadre de nos lois de planification économique, avec la crise industrielle de l'époque, la crise pétrolière, avec une mission première qui était de conserver de l'emploi industriel sur le territoire. Alors, une mission évidemment historique qui a fort évolué. Les particularités de cet organisme sont d'une part que ses actionnaires sont la région et les municipalités, les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale, avec dans son conseil d'administration, autre particularité, on a les représentants évidemment de ces deux actionnaires publics, mais également les partenaires sociaux, avec une parité dans la représentation du conseil d'administration. Dès l'origine, l'idée assez originale à l'époque a été d'avoir recours au mécanisme de l'amphithéose. Et donc, dès le départ, d'avoir une conception assez forte sur la maîtrise du foncier pour se forger des outils et pouvoir garder le contrôle des développements. Avec le temps, le patrimoine s'est développé. Au jour d'aujourd'hui, on gère une cinquantaine de sites sur l'ensemble du territoire. Ça représente un peu plus de 200 hectares de terrain. Et ça, c'est plus récent, mais on a également construit des bâtiments, j'y arriverai, et rénové du bâti existant. Et donc, on a aujourd'hui un patrimoine aussi de plus de 250 000 mètres carrés construits. Alors, la particularité, donc, qui dit maîtrise foncière, dit aussi garder en portefeuille les bâtiments. Et donc, ce qu'on met sur le marché, c'est du locatif. Et donc, c'est important, évidemment, qu'on puisse garder le contrôle. Dernière particularité, en vraiment résumé de l'institution, c'est qu'on gère des mètres carrés et donc des euros. Mais la finalité, c'est l'emploi. C'est notre ADN, c'est évidemment fondamental. Le but est de développer de l'emploi sur le territoire régional bruxellois, avec donc des ratios de densité minimale d'emploi qui est de 50 emplois à l'hectare. Et après, il y a d'autres ratios en fonction d'une typologie d'activité. Et on rentre dans un dialogue étroit et vrai avec les acteurs économiques, puisqu'on a développé une approche client très forte. Donc, on n'est pas là pour leur refourguer des mètres carrés, on est là pour satisfaire des besoins et leur trouver des solutions par rapport à leurs problèmes immobiliers. Alors, c'est exercé sur un territoire particulier. Il y a un carcan territorial lié à la création institutionnelle de la région de Bruxelles-Capitale à la fin des années 80. Et donc, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler est lié à des stratégies qu'on applique sur le territoire régional bruxellois qui, malheureusement pour nous, est limité à 161 km² et pas un de plus. Et c'est le territoire des 19 communes, des 19 municipalités. Alors, sur ce territoire, il y a 1 200 000 habitants. Ça représente, si vous sortez vos calculettes, vous pourrez vérifier que ça fait environ 7 400 habitants par km².
Alors, on est loin des plus de 20 000 habitants au kilomètre carré parisiens, mais bon, là, vous avez fixé la barre très très haute, puisque vous savez que Paris est la 7e ville au monde la plus densifiée de ses habitants au-dessus de Séoul. Et donc, on en est loin, bien évidemment. Par contre, pour la Belgique, pour Bruxelles, ça représente quand même une densité urbaine importante. La deuxième ville du pays, Anvers, n'est qu'à 2500 habitants par kilomètre carré, 3 fois moins. Et donc, cette densité urbaine, elle exerce une pression sur l'exercice des activités. Donc, je salue le travail important de Flore et Flavie qui nous a été présenté tout à l'heure. Avec bonheur, j'ai pu constater que par rapport aux 6 familles d'actions qui ont été citées, en fait, nous, on a appliqué en fait ces 6 familles d'actions. J'ai peut-être une 7e en vue, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, par rapport à la boîte à outils, je vais peut-être commencer avec l'outil réglementaire. On a bien sûr observé sur le terrain, dans le rapport de force en matière urbanistique, fonction forte, fonction faible, antérieurement le développement des bureaux et depuis quelques années, le développement résidentiel a évidemment eu un effet très très important de dilution des mètres carrés d'activité économique sur le bâti. Et donc, on s'est rendu compte que on avait beau disposer de certains maires de municipalités qui avaient le courage de refuser des permis d'urbanisme parce qu'ils considéraient que en zone mixte, eh bien, il fallait pas que ce soit uniquement résidentiel, et donc ils voulaient maintenir de l'activité économique. Mais ces permis d'urbanisme faisaient l'objet de recours. Et donc, on a dû rebattre les cartes pour essayer de contrer ce rapport de force. Et on a imaginé, dans un dialogue étroit avec le gouvernement bruxellois, un nouveau dispositif qui est entré en vigueur en décembre 2013. Donc, ça fait déjà quelques années, mais en temps de développement immobilier, c'est encore fort récent. Ces zones d'entreprise en milieu urbain qui ont pour particularité, en fait, de se concentrer sur le fait d'implanter dans les rez-de-chaussée des bâtiments sur ces zones une priorité sur les activités productives. Alors, vous m'avez bien entendu parler de priorité, et donc, malgré tout, il y avait encore des cliquets, et donc plutôt des soupapes que les promoteurs ont vite décelées en développant plutôt du commerce que de l'activité productive, par exemple. Alors, c'est toujours des mètres carrés d'activité économique, mais on le sent bien, du commerce, c'est pas de l'activité productive. Et donc, c'est toute la difficulté par rapport aux professionnels de l'immobilier, aux développeurs, aux promoteurs. Ils savent ce que c'est du logement, du bureau, ils savent ce que c'est du retail, de l'activité productive. Pour eux, c'est un élément toxique, c'est de l'incertitude, ils n'ont pas de maîtrise sur l'offre et sur la demande. Et donc là, on a sorti un élément alors un peu plus contraignant, étant lié à des développements de plus de 10 000 mètres carrés en ZEMU. À ce moment-là, on leur impose que 90% de l'emprise au sol doit être lié à de l'activité productive. Alors, on est en train de voir le développement de plusieurs de ces zones, et CityDev, bien sûr, en tant que pouvoir public, s'est dit, voilà, on ne va pas continuer à pleurer, sachant que le règlement peut être parfait dans son libellé, il y a encore trop de soupapes qui ont vite été identifiés par les professionnels, mais par contre, montrons au moins nous l'exemple, et donc on s'est attelé à développer un certain nombre de projets, y compris en ZEMU, mais bien sûr, on continue de le faire dans les zones mixtes ou les zones d'industrie urbaine. Voilà très rapidement pour le dispositif réglementaire. Alors, en parallèle à ça, on a souhaité pouvoir développer une nouvelle typologie de bâtiments, et donc d'imaginer des parcs PME en densifiant l'occupation au sol, et donc en imaginant des rez-de-chaussée de 3 000 à 5 000 mètres carrés qui sont divisés en modules de 200 à 250 mètres carrés, avec des hauteurs sous plafond très larges, une charge au sol généreuse, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour les artisans et les petites entreprises. Et il y a un succès commercial immédiat de ces produits qui était plébiscité. On a déjà développé 5 parcs PME de la sorte.
Et on l'a fait dans des zones monofonctionnelles, on l'a fait en ZEMU ou dans des zones mixtes. On a pour l'instant 3 chantiers qui sont en cours, avec, par exemple, sur un rez-de-chaussée de 5000 m² qui sera dédié au métier de bouche, on a 300 logements étudiants. Et donc, il y a aussi une mixité verticale qui a été intégrée. Alors, on a été encore un peu plus loin et on travaille aussi à l'échelle d'un quartier. Et donc, on a développé, par exemple, un projet qui s'appelle Tivoli Green City, dans lequel on a 450 logements. Donc, on parle vraiment à l'échelle d'un quartier, bien sûr de l'espace public, et alors des surfaces d'activité productive avec 8000 m², d'un incubateur en matière de développement durable qui s'appelle Greenbees. Et pour la première fois en Europe, on a aussi densifié, on a ces m² pour le parc PME, et à l'étage, on a un incubateur où on a créé un écosystème et tout ça interagit dans le quartier. Ce quartier, en plus, a la particularité d'avoir été certifié excellent BREEAM, et donc est le quartier développement durable, en fait le plus durable certifié aujourd'hui au monde. Donc vous pouvez imaginer qu'un petit Bruxellois que nous sommes, on ne pouvait pas résister à ce petit cocorico pour évoquer quand même cette réalité. Alors je terminerai rapidement par rapport au fait que là-dessus, on a encore imaginé d'autres dispositifs pour être plus attractifs, pour booster la créativité, le développement des entreprises, en imaginant un réseau de Fab Labs. Et donc, ces petits ateliers de fabrication numérique ont été imaginés dans notre chef comme un vecteur tout à fait positif pour essayer de rebooster la créativité de la production urbaine. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, ça ne crée pas beaucoup de nuisances. Par contre, c'est difficile à les développer et les entretenir de manière rentable. Il y a un certain nombre de coûts fixes. Et donc, ça nous plébiscitait en tant que pouvoir public pour investir là-dedans. Et aujourd'hui, on gère donc un réseau de Fab Labs. Beaucoup de choses à dire encore en matière de développement logistique fondamental. La ville de demain, elle sera logistique ou elle ne sera pas. On développe des projets en matière d'agriculture urbaine. On doit reconquérir nos toitures, des circuits courts, essayer de développer plus d'autosuffisance alimentaire. Et bien sûr, l'économie circulaire est devenue pratiquement omniprésente, transversale dans le développement de tous nos projets. Je termine avec une petite formule que j'aime bien diffuser, parce qu'on nous interroge souvent quelles sont les caractéristiques qui démontrent en fait la réussite de vos projets. Qu'est-ce qui font que ça fonctionne? Alors, on peut rentrer dans des éléments techniques de typologie de bâtiment. Bien sûr, on a commis aussi des erreurs. On a assumé d'apprendre en faisant. Mais aujourd'hui, si on veut résumer les caractéristiques essentielles des projets qui font que ça fonctionne pour développer de l'activité productive en ville, je dirais c'est la règle des 3 M. J'ai essayé de synthétiser ça au maximum. Le premier M, c'est la modularité. Il est fondamental de pouvoir s'inscrire dans le temps et satisfaire un nombre de besoins complètement évolutifs. C'est la quadrature du cercle. Il est impossible d'imaginer aujourd'hui des besoins pour des entreprises. Le jour où on reçoit le permis, où le site commence à être commercialisé, il y a malheureusement des années qui se sont écoulées, trop d'années, et les besoins des entreprises ont entre-temps encore évolué. Donc, modularité fondamentale. Deuxième M, c'est la mutualisation, un élément beaucoup plus social du développement socio-urbain auquel on tient très fort, qui est le fait que la génération des travailleurs de demain, ils sont dans le partage. Donc, il n'y a plus un qui sait et un qui ne sait pas. On sait tous quelque chose. On n'est pas au travail, on vit des expériences. Ça doit être fun. Et donc, il faut que ça se traduise par des éléments architecturaux dans la conception des bâtiments. Quand on travaille sur un site de CityDef aujourd'hui, il est impossible de ne pas s'intéresser à ce que font ses voisins. On développe des synergies, on développe des clusters. Le troisième M, c'est le cancer collectif dont on souffre aussi individuellement, qui est la mobilité. Et donc, c'est le clin d'œil au volet logistique. Il faut penser l'implantation des sites d'activité avec une excellente accessibilité, voire des rapports logement-travail. Si on réduit le trajet domicile-travail, on recrée de la qualité de vie, fondamentale aussi. On travaille sur des projets pilotes en la matière. Je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Je vous rends le micro.
Oui, Philippe, Antoine, mais c'est tellement passionnant et j'imagine que beaucoup derrière leur écran et parmi les intervenants, évidemment, boivent du petit lait quand on sait à quel point ce sont des problématiques que l'on essaie de faire avancer. Lorsque vous dites la ville sera logistique ou ne le sera pas, lorsque vous parlez de l'aspect, entre guillemets, contraignant de l'obligation de ces zones d'activité, on a vraiment envie de passer beaucoup plus de temps avec vous. On a des questions d'ailleurs. Est-ce que des gens nous disent, alors il y a à la fois des opérateurs privés publics qui nous disent comment prendre contact avec Philippe. Bon, évidemment, les coordonnées sont à disposition, mais vous organisez régulièrement, Philippe, des visites, ou je pense que vous ne pouvez pas passer votre vie à ça, mais s'il y a des gens qui veulent venir voir ce qui se passe chez vous, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Hélène et Bertrand pourront en témoigner. On le fait avec grand plaisir. Alors, bon, voilà, on n'est pas un tour opérateur, mais étant moi-même fils d'enseignant, j'ai le virus de vouloir expliquer les choses et de prendre du temps, y compris pour les chercheurs, pour les étudiants. Ça semble très important de partager cette expertise terrain. Et donc, on peut imaginer des sessions de visite peut-être pour regrouper les choses. Et on le fait évidemment avec un énorme plaisir de vous faire partager, découvrir la qualité de vie bruxelloise. Et il pleut moins souvent que vous ne le pensez. Voilà, donc c'est l'exception qui confirme la règle, et la capacité à s'inspirer dans ce domaine comme ailleurs de nos amis belges est ici illustrée. Bravo, merci aussi à toutes et à tous sur l'onglet questions, puisque je vois que ça interagit beaucoup. On trouve là vraiment un rythme de croisière dans ces webinaires qui est vraiment plus que satisfaisant, plaisant, je dirais, puisque je vois Rachel, par exemple, Rachel Linossier, qui partage avec tout le monde le lien pour demander le livre blanc de l'immobilier artisanal, l'étude réalisée en 2014 par le CMA, le CMA Aura. Donc vous avez le lien. Je vois aussi, et je remercie Anne pour sa réponse directe, la mise aussi. N'oubliez pas, on compte sur vous, c'est important. La recherche a besoin de mobilisation, les recherches-actions encore plus qu'ailleurs, avec le lien vers le questionnaire qui avait été évoqué par Flavie et Flore. Donc il est dans les liens pour ceux qui n'ont pas répondu. Allez-y. Et puis directement avec l'aide de Bertrand, un certain nombre de questions qui ont été présélectionnées. On va commencer peut-être par celle-ci qui va directement en votre direction, je pense, Anne, mais aussi ou inversement Flore et Flavie. Donc sur notamment le sujet des zones UI dans les PLU. Où on nous dit, y a-t-il beaucoup de zones UI dans les PLU? Sinon, les zones UE sont insuffisantes car bureaux et commerces ont des charges foncières supérieures et plus attractives. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans le débat que l'on a qu'une fois qu'on parle des activités productives, c'est une chose, mais une fois qu'on rentre dans le détail et les différentes typologies des activités productives, c'en est une autre. On est toujours la victime de la pression foncière de l'autre. Anne, est-ce qu'il y a quelques éléments de réponse là-dessus? Et Flore et Flavie, par la suite, si vous voulez bien, revenir sur cette question à travers peut-être un début d'éclairage sur les remontées terrain que vous avez eues. Et puis Philippe, Antoine, peut-être sur cette question-là, comment vous avez réussi à bouger le curseur? Vous nous avez parlé des Fab Labs, mais voilà, entre l'activité productive dure, industrielle, semi-industrielle, et l'activité commerciale de bureaux, pieds d'immeubles, puisqu'on voit que les coexistences et les fonctionnalités ne sont pas les mêmes dans le cadre de la mutualisation que vous appelez de vos voeux. Anne, puis Flore et Flavie, et on revient à vous, Philippe, et on reprend encore 2 tours de questions et on s'achemine tout doucement vers la conclusion. D'accord, vas-y. Du coup, peut-être en profiter aussi pour en parler, l'illustrer avec Brazza. Sur la partie PLU, effectivement, sur Bordeaux, nous avions constaté que dès lors que nous introduisions du tertiaire ou du commerce dans certaines zones d'activité, effectivement, nous avions une spéculation foncière et les prix montés. Donc, nous avons des zonages tout simplement spécifiques qui excluent parfois certains endroits dans des zones qui sont appropriées, les destinations commerce et bureaux pour pouvoir de nouveau favoriser l'implantation d'activités.
Et puis pour rebondir sur ce que disait Philippe par rapport à la prise en compte des activités artisanales et non pas commerciales dans des rez-de-chaussée mixtes qui au-dessus ont des fonctions logement, bureau ou parking, etc. En ville dense. Donc effectivement, le projet urbain Brazza prévoit une programmation ambitieuse de 40 000 m² de locaux d'activité, donc dédiés à cette activité, ces activités productives, avec des formes urbaines innovantes, à la fois en étage, à la fois en rez-de-chaussée. Et sur les outils que nous avons mis en place, nous avons également une OAP qui impose un pourcentage de locaux d'activité auprès des opérateurs. Nous avons une charte partenariale pour encadrer les prix. Donc, pour donner un ordre d'idée aux collectivités, aux collègues qui nous voient et aux partenaires privés, nous sommes à 1 000 € le mètre carré brut de locaux d'activité. Nous avons un accompagnement fin auprès d'eux, que ce soit en termes de commercialisation, puisqu'effectivement, ce n'est pas simple. Et comme l'a dit Philippe, à chaque étape de développement d'une opération, c'est un petit peu le parent pauvre. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas le développer, parce qu'effectivement, dans les bilans d'opération, on le comprend bien, ça coûte pour l'opérateur. C'est pas forcément quand c'est des opérateurs généralistes qui savent bien faire du bureau, du logement, des choses qui aujourd'hui sont simples à intégrer. On est vraiment dans de l'innovation. Et donc, le but, c'est aussi de les accompagner et d'avoir des systèmes de péréquation sur la partie financière. Voilà, donc je m'arrête là, mais c'était pour donner à voir rapidement le projet Brazza et les actions que nous mettions en place. Merci beaucoup Anne. Et évidemment, vous n'êtes pas non plus un tour opérateur, mais on peut aussi venir voir ce que vous faites, je suppose, et profiter des terrasses bordelaises. Bien sûr, avec plaisir. Et avec modération pour ce qu'on y consomme. Flore, Flavie, sur cette question, et j'en profite puisque vous avez la parole pour vous demander aussi, ou en tout cas me faire le relais d'une des questions, c'est si vous pouvez, est-ce qu'il y a des villes européennes qui sont ciblées d'ores et déjà et programmées dans le cadre de votre tour d'horizon? Alors d'abord sur la première partie de la question, encore une fois, on est vraiment à l'amorce de notre recherche, donc on peut plutôt partager des signaux faibles, plutôt issus de nos missions Alphaville, Sens de la Ville, que de la recherche en elle-même. Et dans ces signaux faibles, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience qui est pas si ancienne d'une nécessité absolue de sanctuariser des zonages qui excluent les programmations à plus forte valeur ajoutée, puisque maintenant on connaît l'engrenage, si ce n'était pas le cas, donc de projets qui privilégient systématiquement en effet le commerce, le tertiaire. Philippe Antoine, là aussi, tout à fait bien formulé. Dès qu'il y a une brèche, ces brèches, elles sont explorées, exploitées. Donc voilà, c'est une prise de conscience de la nécessité d'être ferme et précis, voilà, mais il n'y a pas encore de retour un peu quantitatif des utilisations de ces zonages. Et pour les villes européennes, je laisse Flavie répondre. Oui, alors pour ce volet-là de la recherche, on fonctionne en 2 temps. Donc on fait d'abord là un tour d'horizon d'une dizaine de villes qui débutent actuellement, et c'est une fois qu'on aura fait, en fait on analyse des données sur ces villes-là qu'on classe dans une grille de lecture en fonction des problématiques qu'on se pose. Et c'est en fonction de ce qui ressort de ce tour d'horizon qu'on choisira les 3 villes dans lesquelles on mettra une enquête un peu plus approfondie. Donc non, je ne peux pas vous donner le nom des 3 villes dans lesquelles on ira. D'accord. Philippe? Oui, merci Razi. Peut-être trois petites observations par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. D'abord, comment organiser au mieux la coexistence entre la fonction résidentielle et les activités productives. C'est sûr que des petits chefs d'entreprise, des artisans, quand on est en zone monofonctionnelle, à part un qui rate parfois une manœuvre avec sa camionnette ou son camion, globalement, a priori, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a une fonction résidentielle avec du logement, qu'il y a des enfants qui jouent, etc., ça se complique assez fort. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que bien sûr, il faut beaucoup de soins pour la conception du projet, pour séparer les flux, les accès, etc. Mais la clé, ça on l'a vécu sur un de nos premiers projets qui était lié à la reconversion en fait d'une friche industrielle.
On s'est retrouvé avec 4000 mètres carrés d'activité productive et 150 appartements. Et la clé, c'est une charmante madame qui est la concierge. Et c'est elle qui fait la courroie de transmission. Quand elle est malade, ça coince. Et donc, l'élément social, il reste fondamental à ne pas négliger, quelle que soit la qualité des aménagements imaginés. Ça, c'est une première observation. La deuxième, je voulais revenir sur les fonctions transitoires et attirer votre attention sur le fait que à Bruxelles, CityDef, et pas seulement CityDef, hein, d'autres partenaires ici bruxellois, on est intimement convaincus de l'importance de pouvoir ancrer de l'emploi dans la ville à travers des occupations temporaires. Et donc, on a développé toute une stratégie pour pouvoir le faire au maximum dès l'acquisition d'un site par rapport à des procédures d'assainissement, de démolition, d'attente, de permis d'autorisation administrative. Ça libère minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Eh bien, plutôt que le bâtiment soit squatté, doit être sécurisé, il est systématiquement mis à disposition pour être occupé. Et aujourd'hui, on a sur notre patrimoine plus d'une centaine d'occupations temporaires différentes, avec déjà maintenant assez de recul pour constater qu'on a pu avoir des menuisiers, des ferronniers qui ne pouvaient pas intégrer un circuit classique, parce qu'ils ne pouvaient pas payer un loyer standard, et puis qui ont pu mettre le pied à l'étrier, qui ont développé des collaborations, et puis qu'on a pu réinstaller dans d'autres sites et qui ont franchi le pas et qui sont devenus alors des acteurs, pas de seconde zone, mais de véritables acteurs économiques implantés et qui ont commencé à engager du personnel. Et donc, ça fonctionne. Troisième et dernière observation, c'est plus à l'attention de Flore et Flavie. Je vais le libeller sous forme de questions par rapport aux 6 familles d'actions identifiées, de savoir où elles pourraient situer dans leur catégorie l'élément suivant. On constate à Bruxelles, avec la densité urbaine existante, qu'on a encore pas mal en fait d'ateliers dans des rez-de-chaussée, avec des logements, des appartements aux étages. Il y a encore des ateliers en cour intérieure, en intérieur d'îlots, et qui sont progressivement, évidemment, phagocytés de nouveau, comme on le disait, par la fonction résidentielle, avec des petits garagistes ou des magasins qui finissent par devoir fermer. Et donc, à CityDef, aujourd'hui, on se fait la réflexion de se dire, c'est bien de développer des parcs PME, on est sur des échelles de 3000 à 5000 mètres carrés, mais malgré tout, on crée un peu un ghetto économique dans la ville, une bulle. Et donc, si on veut augmenter au maximum la mixité des quartiers, eh bien, ça peut être intéressant en fait de se concentrer sur ces micro-opérations pour devenir propriétaire de ces rez-de-chaussée. Et par exemple, on a 800 mètres carrés, eh bien, on peut encore en faire 4 modules de 200 mètres carrés. Alors, si on peut démultiplier ce type de micro-opérations à l'échelle du territoire régional, eh bien, on peut avoir un effet quand même conséquent, pertinent sur la mixité dans la ville. La difficulté opérationnelle pour nous, c'est que c'est autant de travail de développer un projet sur 800 mètres carrés, un rez-de-chaussée, qu'un parc PME de 8000 mètres carrés. Et au jour d'aujourd'hui, bon, voilà, moi, j'ai pas les équipes pour commencer à travailler sur 20 projets pilotes de la sorte pour voir quel effet d'ensemble ça peut avoir sur un quartier. Et donc, c'est la stratégie que j'appellerais l'essaimage pour ce micro-pointillisme dans la ville à conserver. Sinon, c'est encore des lieux de travail aussi qui finissent par disparaître. Philippe, Antoine, est-ce que vous apportez aussi peut-être vision et une étape un peu nouvelle dans notre réflexion à travers ce cycle? Je proposerai à Hélène de nous dire ensuite le mot de la fin après un dernier tour de parole, parce qu'on est à 1 minute de la fin programmée de ce webinaire. C'est qu'au-delà de la gestion urbaine, au-delà de la stratégie urbaine, on voit que la réussite de votre initiative est aussi liée à l'émergence, entre guillemets,
guillemets, en votre sein, dans votre creuset de nouveaux métiers. C'est-à-dire que vous êtes aussi exploitant, stratège de l'exploitation de la zone d'activité, avec beaucoup d'agilité lorsque un opérateur tel que vous décide de gérer des Fab Labs. J'ai été moi-même administrateur du plus grand Fab Lab de France à Montreuil. Faut les gens compétents, disponibles. C'est pas juste on met à disposition des mètres carrés, vous faites un Fab Lab et puis on se revoit dans 2 ans. Notamment lorsque vous parlez aussi de l'agilité que vous déployez sur l'activation de la modularité, non pas des espaces, mais des loyers. Donc c'est vraiment ce qu'on peut mettre aussi en exergue, c'est illustrer cela, c'est que votre réussite, elle passe aussi par une exploitation, par une gestion au-delà du bâti, mais y compris sur l'activité dans les murs. Ce que nous disait Anne d'ailleurs, je propose qu'on fasse un dernier tour, si vous en êtes d'accord, à travers 2 questions. Nouvelle qu'on n'a pas abordée, donc évidemment très difficile puisqu'il est 10 heures, mais vraiment avec un éclairage. 2 questions. Que pensez-vous des enjeux de dissociation foncière, puisque c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup, hein, qui intéresse, de ses effets, point 1. Donc là, on est vraiment sur les leviers un petit peu nouveaux, incitatifs, et les dispositifs fiscaux. Est-ce que certains ont été mobilisés? Est-ce qu'ils sont mobilisables? Est-ce que beaucoup en parlent? Est-ce qu'ils existent à un niveau qui permet de répondre au hiatus entre les besoins, typologie de besoins, offres, typologie d'offres? Je propose qu'on parte de Flore, Flavie, Anne, Philippe. On est sur des réponses très brèves. Mot de la fin avec Hélène et notamment pour annoncer les prochains rendez-vous. Flore et Flavie. Oui, sur la dissociation foncière, peut-être 2 réactions. La première, c'est que la foncière de Haute-Savoie, donc l'objet qui émane de l'EPF de Haute-Savoie, a proposé ce chiffre qui est que on constate que quand il y a une intervention d'aménagement pour dégager des surfaces d'activité, l'argent public qui y est mis est perdu à hauteur de 25% si le foncier et reste pas propriété de la collectivité. Parce qu'on n'arrive pas avec la nécessité d'investissement initial et les valeurs générées à un équilibre, à une équation plus équilibrée. Donc, la conservation de la propriété me semble assez juste sur le long terme. En revanche, elle me semble compliquée si elle n'est pas mise en face de critères de rotation et d'attribution un peu clairs. Donc, je pense que c'est un des sujets qu'on a évoqués. Mais ça me semble plutôt être le sens de l'histoire et d'ailleurs ça a été déjà très utilisé pour le logement social, ce montage en dissociation. Donc si on fait le parallélisme des forces centrifuges entre logement et activité, ce parallélisme il doit se continuer sur le foncier. Les outils fiscaux, alors, on le voit en aménagement, le fait de pouvoir, par exemple, faire échapper des activités artisanales, industrielles ou d'intérêt général à le prélèvement d'une taxe d'aménagement majorée, c'est un dispositif fiscal incitatif, mais on retombe dans les cases du CERFA de dépôt de PC, activités artisanales, industrielles ou intergénérales. Donc, voilà, on bute toujours un tout petit peu sur cette définition, qui avec des murs un peu trop étroits souvent. Mais oui, effectivement, c'est un levier qu'il faudrait qu'on rajoute totalement à notre typologie, en tout cas, et qui me semble être très important. Flore, Flavie, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance dans le cheminement de cette recherche-action, auquel vous avez répondu à l'initiative du PUCA, la fabrique de la ville, Caisse des dépôts. Ça s'annonce passionnant, on a hâte. On sera là en 2022. Hein, on espère plus premier semestre que deuxième, mais on sera là. On attend. Rendez-vous pris. Merci à vous. Et je rappelle votre interview et les éléments, même si ça n'est qu'un éclairage sur Newstank Cities en partenariat et en annonce de ce webinaire. Anne Lambourg, la parole est à vous.
Oui, donc pour faire vite également, je rejoins ce que disait Flore, c'est que ça, enfin, en fait, ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est le foncier n'est pas extensible, la ville se renouvelle sur elle-même, mais c'est compliqué. Donc en fait, l'idée, on est en train d'expérimenter effectivement ces sujets de baux amphithéotiques. On les a mis aussi indirectement en pratique au travers du projet des bassins à flot, puisque c'est un foncier qui appartient au port de Bordeaux et qui n'est pas vendeur de ces fonciers, qui les conserve. Donc on est sur des logiques d'occupation temporaire très longue durée. Et aujourd'hui, on accueille des artisans sur place. Et puis, effectivement, avec l'arrivée de la loi 4D, nous allons également expérimenter le BRS. Et nous sommes en discussion aussi sur ces sujets en lien avec notre foncière InCité. Donc, voilà, sur ces sujets-là… Ça sera dans le cadre d'une expérimentation. Voilà, donc après, à définir les contours. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, on travaille sur ces différents sujets. Sur la partie outils fiscaux, effectivement, c'est pas forcément un champ que nous avons investigué. Voilà, on est plutôt en train d'essayer d'encadrer des prix, parce que je rejoins du coup Philippe sur ces sujets-là. La clé, c'est quand même toujours focaliser sur le besoin finalement de ces entreprises en termes de fonctionnalité des locaux, des prix de sortie, même si effectivement il faut trouver un équilibre financier. Sur l'accompagnement de projet, c'est très chronophage, donc il faut une véritable équipe, une ingénierie de projet. Et on l'a pas forcément évoqué, mais la clé, c'est aussi le portage politique et les politiques publiques. À un moment donné, il y a plusieurs, voilà, il y a toujours des contradictions. Il faut des arbitrages des élus, ce qui est le cas sur Bordeaux. Et ça, c'est aussi une clé indispensable pour essayer de maintenir ces activités et les développer. Voilà pour faire court. Merci beaucoup. Philippe-Antoine? Merci Razi. Oui, en fait, en matière de dissociation foncière du côté de CityDev, je l'ai évoqué, on a un parti pris d'origine très fort avec le recours au mécanisme de l'amphithéose et donc de maintenir dans notre patrimoine les terrains. Les entreprises qui s'installent ont des conventions d'amphithéose de 30 ans renouvelables et après 30 ans, bien sûr, le but pour nous n'est pas de mettre la main sur leur bâtiment, mais plutôt de renégocier un nouveau canon amphithéotique pour les 30 années suivantes. Cela dit, on a été un peu plus loin avec la mixité verticale. J'évoquais tout à l'heure un projet avec 5000 m² de parc PME dédié au métier de bouche et 300 logements étudiants au-dessus. On l'a développé sous forme d'un marché de promotion où le promoteur se retrouve avec un risque commercial, lui, je le disais, de mètres carrés toxiques, c'est le rez-de-chaussée de parc PME. Celui-là, on lui rachète, donc son risque commercial, il est neutralisé, il est zéro. Et par contre, on a pu benchmarker, lié au marché de promotion, les différents candidats par rapport à la valeur de la quotité terrain dans le cadre de la revente des logements étudiants. Et donc, voilà, on essaie de valoriser les choses. Ça se fait un peu par étage. Ça, c'est une petite opération en pilote à évoquer. En ce qui concerne le levier fiscal, mais là, Razi, je vais t'en vouloir parce que tu mets le doigt où ça fait mal. En fait… c'est pas moi, c'est les participants. Ok. Joker. Mais donc, ici, on n'a absolument pas la maîtrise de cette fiscalité, qu'elle soit locale au niveau des communes ou régionale. Et donc, elle est toujours trop lourde. En plus, il y a un précompte immobilier à payer, mais on est toujours en manque d'une péréquation cadastrale en Belgique depuis les années 70. Et donc, ça se fait au niveau du fédéral. Et la région de Bruxelles-Capitale n'a pas les leviers pour faire corriger ça aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec nos tarifs pour que le coût global d'occupation de l'entreprise reste attractif. Et c'est avec nos canons amphithéotiques qu'on essaie de gommer une partie de cette charge fiscale, d'autant plus qu'en dehors de notre carcan territorial, souvent l'occupation des terrains où la fiscalité est moindre parce qu'il n'y a pas cette densité urbaine liée à la capitale, on se retrouve avec des coûts d'occupation qui sont quand même avec un delta fiscal de 25 à 30 euros du mètre carré l'an. Et donc, on fait vite son calcul. C'est ce qui explique qu'on a encore alors des parcs tertiaires en dehors de la région, à proximité de l'aéroport, pour ces raisons fiscales. Et donc, c'est important pour nous de conserver de l'attractivité. Donc, sur notre canon amphithéotique, on a imaginé un certain nombre d'incitants de réduction du canon de base par rapport à des entreprises qui, par exemple, acceptent de développer de l'ORECA dans leurs locaux, qui vont augmenter l'offre de services sur la zone. Et donc, on va réduire de 5 à 10% leur canon amphithéotique
Idem par rapport à des collaborations scientifiques. Des entreprises qui sont innovantes, on veut les soutenir. Et là, on peut réduire jusqu'à 25% du canon amphithéotique au prorata des montants qui sont consacrés à la recherche avec une université ou un institut de recherche. Voilà très rapidement quelques typologies pour essayer de rester toujours attractif. Merci beaucoup Philippe-Antoine, merci Anne, merci Flore et Flavie. C'était une fois encore passionnant. Plus de 230 personnes différentes ont participé à ce webinaire. Ils sont encore, alors qu'on a dépassé depuis 10 minutes le temps de ce webinaire 133 avec nous. On les salue, on les remercie. On remercie encore une fois le PUCA, toute l'équipe avec Bertrand Vallée et puis bien évidemment sa secrétaire permanente, Hélène Pesquine. Vous avez le mot de la fin et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Le compte-rendu journalistique, en tout cas, sera disponible en article gratuit sur cities.newstank.fr et puis bien évidemment l'ensemble des éléments de retour vidéo, etc., disponibles sur le site du PUCA comme d'habitude et comme nous avons pu le voir pour les 2 précédents webinaires. Et tout cela nous donne envie d'être très vite au prochain. Hélène. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous ont écoutés pour ce 3e webinaire. Ce qui m'a frappé dans nos débats, et c'est aussi pour ça qu'on aime tant l'opérateur bruxellois CityDev, c'est que on voit à quel point ce sujet de l'activité productive et de son maintien en ville est un sujet social. Et ce qui nous intéresse beaucoup chez CityDev, c'est son côté un peu en rue de l'emploi social, c'est-à-dire on a l'enrue du logement populaire, ça c'est le modèle français, puis on a d'une certaine manière l'enrue de l'emploi populaire qui est le modèle de CityDev avec ce premier objectif qui est celui de maintenir des emplois d'activités industrielles sur le territoire bruxellois et qui se traduit par des activités liées à l'urbanisme, au foncier, à la gestion de bâtiments liés à cette activité. Donc je trouve intéressant comme exemple, peut-être pas à transposer tel quel comme opérateur en France, mais pour montrer comment en France, justement, on a du mal à faire dialoguer des services du développement économique dans les collectivités avec ceux de l'urbanisme, on l'a dit souvent, mais aussi avec ceux en charge de l'action sociale ou disons du rapport aux habitants et aux différents enjeux sociaux du territoire. Et donc j'espère en tout cas que cette comparaison et les travaux qu'on a pu conduire avec Philippe-Antoine grâce à sa générosité et à son accueil nous permettront de trouver peut-être des options nouvelles aussi du côté des collectivités françaises. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui est en train de se passer là où certaines ont développé des projets spécifiques comme on l'a vu ce matin. Donc réussir à hybrider un peu tous ces savoir-faire et ces objectifs politiques, porter politiquement le sujet, on l'a vu, Anne Lambourg l'a traduit dans les politiques locales à Bordeaux, mais on voit bien que c'est aussi la nécessité d'avoir un projet finalement politique par rapport à ces différentes catégories d'activités, et pas seulement lié à la relocalisation au sens un peu souverainiste du terme, mais aussi lié évidemment à la capacité du territoire à développer sa propre activité économique et d'une certaine manière sa sécurité socio-économique autour de ces activités. Donc des sujets passionnants qui seront développés également dans un séminaire dont on a parlé un petit peu en début de réunion qui se déroulera le 25 juin 2021, qui est programmé par les 2 équipes de recherche de l'Université de Lille et de Libre de Bruxelles autour aussi du rôle des collectivités dans les villes productives, expérience croisée, qu'entendent les acteurs institutionnels par activité productive. On va développer un peu le débat qu'on a eu ce matin. Et ce séminaire sera proposé, vous trouverez le lien en ligne sur le site du PUCA de 8h30 à 13h, donc sur un temps un peu plus long pour déployer un peu ces éléments de réflexion. Concernant nos webinaires du mercredi, je vous donne rendez-vous maintenant à la rentrée de septembre. On va laisser un peu le temps à nos chercheurs de travailler. On a beaucoup de sujets en attente d'être défendus, débattus avec vous, notamment celui des ateliers artisanaux justement dans les cœurs de ville, et on en parlait ce matin sur une géographie qu'on ne connaît pas forcément bien. La géographie aussi des emplois populaires justement dans les territoires français. On a des sujets autour de la logistique, des relais colis et de la manière dont cette logistique urbaine s'implante dans des lieux
en ville et éventuellement fait fonctionner un certain nombre de lieux d'activité ou les aide à se maintenir. On aura donc dès septembre et pour les mois à venir un certain nombre de propositions à vous faire pour continuer ces partenariats et ces échanges. Et donc nous sommes ravis. Vous nous retrouverez donc en replay et on prend toutes vos questions. On vous donne tous les liens et tous les contacts nécessaires pour que cette communauté de la ville productive continue à progresser ensemble. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre soutien et votre présence. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.